Good morning, good afternoon. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Avant de commencer, je voudrais faire quelques annoncements logistiques. On est tellement heureux d'avoir une interprétation en français et en mongolien. En bas de votre écran de Zoom, vous devriez voir un globe avec les options d'interprétation. Si vous pouvez choisir la langue qui vous convient, une fois que vous faites ça, je suggère que vous mettez en sourdine, le sourdine de l'original. À moins que vous êtes en train de parler, je vous demande de rester en sourdine. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, on va commencer. Bienvenue à la démocratie qui présente une discussion de panel de développement. C'est un événement du sommet de démocratie présenté par l'administration de président Biden. Je m'appelle Alexa Tortue, je suis la CEO adjoint du Millennium Channel Corporation ou bien MCC. Je suis contente d'être votre présentatrice et modératrice aujourd'hui. Si la démocratie vous intéresse et le développement vous intéresse, vous êtes au bon endroit. On a un panel de leaders distingués euh, qui sont très intéressés en la démocratie et exercent chaque jour le muscle de la démocratie pour pouvoir améliorer les vies de leurs citoyens, que ce soit directement élus par les gens ou représentant les gouvernements. Nos panélistes, tous sont d'accord sur la démocratie. Ça fait deux ou trois décennies, entre deux ou trois décennies d'expérience. Et il y en a d'autres qui viennent de passer par leur premier transfert de pouvoir en 2021 avec les présidents élus de manière démocratique. Aujourd'hui, on va partager une croyance très forte dans la démocratie, l'importance d'écouter et travailler pour et au nom du peuple pour délivrer les notions qui sont universelles de Ulaanbaatar au Dakar jusqu'à Washington, D.C. La sécurité, l'alimentation, accès à des services de base comme l'eau potable, la santé, éducation, accès à l'infrastructure comme l'énergie, le transport, accès à un bien-être de vie et à un emploi ou jusqu'à la possibilité pour avoir un meilleur demain pour la prochaine génération. Et oui, accès et le droit de s'exprimer et d'avoir une voix sans peur et d'être traité avec une égalité puisque j'ai passé beaucoup de mon temps, des années à Vienne, en Autriche, pardon, j'ai appris les concepts de démocratie qui, avec les sociétés ouvertes et les économies du marché, le développement, le progrès sont très importants pour moi. Et c'est ce qui m'a vraiment attiré à MCC. Vous voyez, MCC a été fondé sur la base que les ressources auraient les meilleurs impacts dans les pays dédiés aux principes de base de gouvernement. Ce sont des pays qui partagent des valeurs de transparence, de redevabilité, investissement dans le peuple et la croyance et la dédication que les droits d'État peuvent commencer le travail pour un développement inclusif à long terme qui répond à un spectrum large de besoins sociaux et de communautés. Je suis honorée que chacun des panélistes vienne de pays qui s'engagent avec MCC pour pouvoir réduire la pauvreté, pour avoir une croissance durable et habilitante. Avant de commencer la discussion aujourd'hui, je suis tellement contente que les représentants des États-Unis, Amy Bera, qui a représenté les districts 7 en Californie depuis 2017, a été tellement gentil de partager ses remarques avec nous pour lancer notre session. Le représentant Bera est dans le comité et co-directeur de sous-comité dans l'Asie Pacifique et l'Asie centrale et la non-prolifération. Son appui aux efforts des États-Unis ont fortifié, ont renforcé le travail des États-Unis en dehors du pays. On va entendre de la part du représentant Bera. Bonjour, je suis Amy Bera.
du district congressionnel 7e en Californie aussi. Je suis président de sous-comité sur l'Asie, le Pacifique, l'Asie centrale et non-prolifération. Je veux remercier le Millennial Challenge Corporation pour me donner quelques moments pour parler de notre travail très important, le rôle qu'il joue dans les investissements stratégiques qui aident le développement et le projet partout dans le monde, va aider à créer plus une année plus démocratique et plus soutenable et plus responsable. Le plan qui était en Europe et le plan qu'on a utilisé au Japon aussi, on travaillé avec la République de la Corée, a vu tellement de croissance. C'était les pays les plus pauvres dans le monde. Et en ce moment, sont les outils les plus stratégiques qu'on a dans le MCC et offrant de ces projets très importants. Et on peut voir les points importants de chaque pays. On peut travailler avec ces pays pour développer leurs points forts ou leurs points faibles. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, les investissements stratégiques que vous faites et les partenariats que vous avez avec des pays partout dans le monde. Quand on est le 20e siècle plus prospère et qu'on continue à pouvoir travailler. Merci beaucoup. Restez en sécurité et essayons de nous voir bientôt. Merci beaucoup pour ces remarques, représentant Bera. C'est un message magnifique pour commencer. Donc maintenant, avec plaisir, je présente notre panel distingué. Je sais qu'il y en a d'entre eux qui sont toujours en train de nous joindre parce qu'ils sont en train de travailler. Donc, on a avec nous son Excellence Lazarus Chakwera, qui est le président de Malawi. Le président est un politicien qui était le président de Malawi depuis juin 2020. Et avant cela, il était ministre de Défense et était un leader du parti du Congrès de 2000 depuis 2013. Bienvenue. On a aussi son Excellence Oumoudou Mahamadou, qui est le Premier ministre du Niger, qui a été le Premier ministre depuis 2021. Et avant ça, il était le ministère de Mines, Énergie et l'Industrie depuis 1991 jusqu'à 1993 et a travaillé jusqu'à 2012. Il était le directeur de la cabinet depuis 2015. Merci beaucoup. Je suis très contente aussi qu'on a avec nous Amadou Hunt, qui est le ministre de l'économie, planification du Sénégal. Et en 2012, après 15 ans d'investissement dans des banques internationaux, le ministre Hunt est revenu au Sénégal pour servir son pays. Son rôle au Sénégal inclut un conseiller principal et le directeur de l'aéroport international du Sénégal et le CEO du Fonds économique du Sénégal. Et aussi, on a avec nous l'honorable Mount Chin Maxbert, qui est ministre adjoint des Affaires étrangères en Mongolie depuis juillet 2020. Il a servi en tant que Premier ministre et conseiller. Il a une longue carrière avec le ministre étranger de la Mongolie, inclus l'ambassade de Mongolie. Donc, comme vous voyez, on a un panel incroyable avec nous aujourd'hui. Je vais maintenant commencer la discussion et j'adore le ministre Oumoudou. Si c'est possible de commencer avec vous, comme vous savez déjà, on a un partenariat incroyable avec le Niger et vous savez que MCC donne la priorité aux pays qui utilisent la démocratie comme vous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez travaillé pour vous assurer que les voix de vos citoyens sont entendues en partageant des interventions clés avec eux? Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame. Je voudrais d'abord remercier le MCC pour cette opportunité de parler effectivement de ce que nous faisons en matière de développement au Niger. Pour répondre à votre question, je voudrais d'abord rappeler qu'au niveau du gouvernement du Niger, nous avons élaboré un cadre stratégique qui s'appelle la stratégie de développement et de croissance inclusive pour l'horizon 2035.
cette stratégie qui a été élaborée de manière inclusive en associant tous les acteurs sert de boussole pour l'ensemble du peuple nigérien et pour l'ensemble des différents membres du gouvernement pour élaborer leur stratégie et leur plan pour les années à venir. C'est ainsi que, inspiré par cette stratégie, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a élaboré un programme de campagne qui s'appelle le programme de Renaissance 3, qui est inspiré non seulement de cette stratégie, mais aussi des différentes préoccupations des populations sur le terrain. Et ce programme de campagne a servi au gouvernement pour l'élaboration de la déclaration de politique générale du gouvernement. En plus de cette déclaration de politique générale du gouvernement, nous avons un certain nombre de politiques sectorielles. Nous avons notamment la politique de protection sociale, la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle que nous appelons l'initiative 3N, la politique de l'éducation, et nous avons également les différentes politiques dans les différents secteurs. Toutes ces politiques sont élaborées de manière inclusive en associant tous les partenaires. Voilà comment nous faisons en sorte que tous les partenaires, en particulier les populations rurales pour lesquelles nous avons d'énormes préoccupations en matière de développement, sont concernés par rapport à ce que nous faisons. Nous avons en particulier la politique de décentralisation où nous avons une forte communalisation au niveau du pays. Et chaque commune élabore également son programme communal de développement, ainsi que les 8 régions que nous avons élaborent les programmes régionaux de développement qui intègrent les différents programmes communaux élaborés par les différentes communes. De cette façon, nous sommes sûrs à chaque moment que les préoccupations des populations sont prises en compte dans ce que nous faisons. À la suite de la déclaration de politique générale du gouvernement que j'ai eu à présenter à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale et qui a été adoptée, nous sommes en train d'élaborer également le plan quinquennal de développement économique et social qui va couvrir la période 2022 à 2026. Voilà un peu comment nous faisons pour tenir compte des préoccupations des concitoyens et des populations, en particulier les populations rurales, par rapport aux questions qui concernent leur développement et qui concernent leur bien-être. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Thank you so much, Prime Minister. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Et si je peux me permettre de rajouter encore une question, vous avez été très clair sur votre démarche inclusive en ce qui concerne l'élaboration des plans à tous les niveaux, le niveau central, mais aussi le niveau des communes. Pourquoi est-ce si important? Qu'est-ce que cela change au niveau de la qualité de votre travail en matière de développement? Si vous pouvez répondre brièvement à cette deuxième question. En fait, pour nous, le développement, d'abord au niveau de la stratégie de développement et de croissance inclusive dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons dû commencer par élaborer un diagnostic. Et au cours de ce diagnostic, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de politiques de développement échouent parce qu'elles n'ont pas été appuyées par les besoins précis des populations, que c'est des politiques qui leur sont imposées. Donc, il est clair que plus vous associez les populations aux choix politiques que vous faites, plus vous avez des chances de réussir ces choix, dans l'exécution de ces choix politiques. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect aussi, en matière de gestion courante, il est important que dans tout ce que vous faites comme projet, que les populations soient également associées
De cette façon, les populations sont témoins de ce que le gouvernement fait. De cette façon, les populations savent exactement ce que le gouvernement fait avec les ressources qu'il collecte, soit à travers les impôts, soit à travers les financements extérieurs. Et ça, c'est ce que nous appelons la redevabilité. Pour nous, c'est extrêmement important que cette redevabilité, qui est un facteur important de gouvernance, soit quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Nous avons, par-delà de ces préoccupations, mis en place ce que nous appelons les programmes, les budgets pluriannuels. Et au titre de ces budgets pluriannuels que nous soumettons à l'Assemblée à l'occasion de chaque session, nous associons également les sociétés civiles de l'appréciation de ce que nous faisons. Nous informons les sociétés civiles. Nous avons des sites où tous ces aspects sont publiés et de cette façon, nous sommes sûrs que les populations se sentiront concernées par ce que nous faisons. Parfait. Perfect. Thank you so much, Prime Minister. C'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je pense que vous avez très bien souligné l'aspect de réussite des politiques. Il faut vraiment être à l'écoute de la population au lieu d'imposer des principes quelconques sur la population, y compris le principe de la redevabilité en matière de budget. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, je vais passer au ministre de l'Économie, Monsieur Hott du Sénégal. Alors, déjà, le message du Premier ministre a été très clair. Alors maintenant, la réalité, c'est qu'avec la démocratie, dans un contexte démocratique, vous avez des échéances plutôt courtes pour tenir à vos promesses. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre comment vous gérez la tension entre l'urgence du développement des actions efficaces à court terme en faveur de la population et les priorités de développement à long terme dont les avantages prennent du temps pour se développer? Monsieur Hott, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Alexia Latortue. Merci de m'avoir invité. Je tiens à vous remercier. C'est une belle opportunité d'échanger. Donc, merci au MCC de nous avoir invités à partager nos idées sur le développement d'un côté et sur la démocratie de l'autre côté. Je suis ravie de pouvoir représenter Son Excellence le Président Macky Sall. La question est très importante. Pour faire court, comment faire un marathon en changeant de maillot? C'est très difficile, mais au Sénégal, ce que nous avons fait, c'est que nous avons élaboré le plan à long terme. C'est le plan de développement sénégalais. Et en parallèle, nous avons des actions prioritaires, des plans prioritaires qui sont élaborés tous les 5 ans. Et en même temps, nous gérons la possibilité de nous adapter, d'être souples face à certaines situations inattendues. Je vous donne un exemple. La pandémie COVID-19. Immédiatement, nous avons établi un programme de résilience sociale et sanitaire qui a contribué environ 7% du PIB dans l'économie pour appuyer les entreprises qui avaient été touchées par la pandémie. Mais les populations vulnérables à travers le pays ont été soutenues aussi. Nous avons même soutenu notre diaspora. Donc, ce sont des actions à court terme que vous devez entreprendre pour répondre aux besoins urgents. Nous avons dû également adapter notre plan à 5 ans pour tenir en compte les conséquences de la pandémie COVID-19. Cela veut dire concrètement que nous avons dû concevoir un plan de relancement qui répondait aux nouvelles préoccupations que nous avions constatées. Par exemple, il fallait remettre l'accent sur, disons, la sécurité alimentaire, sur les soins de santé, la sécurité sanitaire, la sécurité pharmaceutique.
De plus, nous avons dû investir plus dans le secteur numérique. Nous avons dû comprendre à quel point c'était important d'avoir une bonne infrastructure numérique. Et en même temps, il fallait renforcer notre système de protection sociale et notre plan de protection sociale afin de vraiment aider les populations qui en avaient besoin. Et en même temps, nous devons continuer à mettre en œuvre des projets à long terme qui vont bénéficier à notre économie sur le long terme. Par exemple, vous avez les réformes que nous mettons en place en matière du secteur d'électricité et de l'infrastructure d'électricité. Je vais passer à l'Asie centrale. Je vais passer au ministre adjoint des Affaires adjoint, M. Mukjin. Merci d'être parmi nous. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous raconter les engagements de votre État envers les principes de la transparence, la redevabilité et la bonne gouvernance? Et de quelle manière votre gouvernement met en place des démarches dans ce domaine? Et à votre avis, comment est-ce que ces principes permettent à la Mongolie de créer des avantages concrets pour la population? Monsieur le ministre adjoint, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Tortue. Merci de m'avoir invité à échanger lors de cette conférence. Au nom du peuple et du président de la Mongolie, je tiens à faire part de ma forte appréciation du MCC d'avoir soutenu le développement durable de la Mongolie via la mise en œuvre de toute une gamme de projets et programmes. Le projet actuel que nous sommes en train de mettre en place grâce au MCC porte sur l'amélioration de l'accès à l'eau potable à Ulaanbaatar. Ce sera un projet pionnier dans le cadre de notre collaboration. Depuis la transition de la démocratie, presque 30 ans, il y a 30 ans, la Mongolie a pu promouvoir les gouvernements qui est un facteur clé pour avoir un développement soutenable, une croissance politique et économique. Et dans notre vision de 2015, on avait mis des buts pour avoir une gouvernance intelligente et durable avec des services publics centrés sur les êtres humains pour avoir un système équitable qui n'a pas de tolérance pour la corruption. Et donc, avec ça, on est aussi en train d'implémenter ou mettre en œuvre beaucoup d'autres activités avec des réformes de politique pour répondre aux extorsions de politique de gouvernement, renforcer les systèmes et avoir des systèmes judiciaires équitables et justes avec une transparence financière et on est redevable pour avoir des élections libres et sans corruption. Donc, notre constitution a vu des changements qui ont été faits il y a 2 ans. On a pu maintenir la redevabilité dans la gouvernance, avoir une stabilité gouvernementale, une indépendance juridique et des gestions de ressources équitables. On pense que le meilleur moyen de promouvoir la transparence et la redevabilité est d'assurer la participation publique dans les affaires d'État, s'assurer que les citoyens font partie des problèmes socio-économiques du pays. La loi au référendum qui a été adopté par le Parlement en 2017, qui a été appliqué à la Constitution pour la première fois en 2019. Ceci était un pas très important pour la promotion de la participation publique dans ce processus. Actuellement, la Mongolie travaille sur la transformation de informations, l'habilitation de la société civile et on pense qu'avoir une société civile autonome va renforcer les gouvernements. Au niveau du gouvernement, on se concentre sur ces zones suivantes. Premièrement, le gouvernement
est engagé à avoir une e-gouvernance pour avoir de meilleurs services pour nos peuples, pour notre peuple, et aussi la promouvoir de bonnes gouvernance pour la transparence et la redevabilité. Avec ce cadre, l'année dernière, le gouvernement avait lancé e-Mongolia, qui est une plateforme digitale qui représente le 60% des services du gouvernement en ligne jusqu'à présent. Additionnellement, le gouvernement a mis à jour le centre d'appel pour recevoir des retours et des plaintes de la part des citoyens en ce qui concerne les services du gouvernement. Cette hotline ou ce hotline est devenu très réponsif. Il répond aux plaintes des citoyens et identifie les services du gouvernement qui doivent être mis à jour ou être améliorés. Et puis aussi, le gouvernement est engagé pour se battre contre la corruption. Et donc, on veut s'assurer que les agents politiques du gouvernement ne commettent plus de corruption. Et donc, aussi, on a la possibilité de faire des investigations sur les journalistes. On a un lanceur d'alerte qui marche pour faire cela. Additionnellement, le gouvernement travaille avec la société civile pour que le financement des partis politiques soit transparent et ouvert au public. 3, le gouvernement est engagé pour augmenter l'économie ou améliorer l'économie, surtout prendre des mesures politiques pour arrêter la réponse de la pandémie, pour s'assurer que ça soit basé sur des évidences scientifiques et que les besoins du peuple et le secteur privé, tout ça basé sur la transparence. Récemment, le Premier ministre a annoncé la position de gouvernement sur n'importe quelle activité fraudulente et la corruption. Tout ça répond à l'engagement, au premier engagement de la Mongolie pour protéger les citoyens et assurer la transparence et les activités du gouvernement qui sont redevables. Avec les autres défis auxquels on fait face, il y a d'autres engagements de la part du gouvernement qui ont donné des résultats positifs au peuple de la Mongolie. Les actions prises par le gouvernement pour promouvoir e-gouvernance non seulement ont rendu les services du gouvernement plus faciles, mais aussi ont contribué à l'assurance qu'il y a plus de transparence et redevabilité de la part du gouvernement. Aussi, la réduction de la bureaucratie et la corruption pour une période d'une année. 4,9 services de gouvernement ont été présentés ou délivrés en ligne et 20 000 millions de dollars ont aidé la population ou les citoyens. Grâce à la vaccination et d'autres programmes, l'économie de la Mongolie est en train de voir une croissance. Et au niveau international, la Mongolie est toujours engagée pour promouvoir une bonne gouvernance et appuyer les initiatives. On fait partie de le partenariat du gouvernance ouverte avec la transparence, l'inclusivité. On travaille avec nos organisations de la société civile. Avec les États-Unis, on a établi un accord de transparence sur beaucoup de thèmes. La Mongolie va aussi faire partie d'efforts internationaux qui promouvoient une bonne gouvernance et partagent les leçons apprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre étranger adjoint. C'est une liste très impressionnante de réformes et efforts que vous venez de partager avec nous. Vous avez parlé aussi des thèmes que le Premier ministre du Niger avait sortis en ce qui concerne la redevabilité et la transparence. Je crois que ce thème avec les citoyens a un message très clair. Je crois qu'on pourrait parfaitement passer toute une heure en train de parler de la e-gouvernance et comment ça a un contrat immédiat et une ligne directe de communication avec les citoyens. C'est très impressionnant et le fait que la responsabilité de la démocratie avec les leaders, mais aussi elle est avec le peuple pour participer et donner ce retour. Par exemple, en ce qui concerne la délivrance des services gouvernementaux, la Mongolie, en ce qui concerne la corruption, a été très impressionnante.
j'aime bien réfléchir. Quand je pense à la corruption, je ne me dis pas que bon, c'est une personne avec une mallette d'argent, mais une maman qui se présente à l'hôpital pour accoucher et le docteur n'est pas là parce qu'il est en train d'aider des clients privés qui sont en train de payer. Et donc, elle va avoir un accouchement problématique. Est-ce que je peux demander que tout le monde éteigne leur micro? Merci. Donc, la corruption peut tuer, en fait. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. Maintenant, on va repasser à Dakar et j'espère que maintenant, vous avez une meilleure connexion. J'espère que vous pouvez nous dire, Monsieur le ministre, si je peux vous demander la deuxième question. Donc, vous continuez de parler de buts à long terme et à court terme et l'importance de la réponse avec agilité, dépendant des circonstances, inclut la crise de la pandémie. Si vous pouvez aussi parler sur la communication de votre peuple, hein, et nous dire comment au Sénégal, quel parcours est-ce que vous avez lancé pour améliorer ou maintenir cette ligne de communication ouverte avec vos citoyens et avec bien sûr les priorités à long terme et à court terme. Thank you very much. Merci, merci beaucoup. Merci, Alexia. En fait, j'étais en train de parler bien sûr de le besoin d'investissement à court terme pour qu'on puisse répondre aux programmes et projets stratégiques à long terme qui vont nous permettre d'avoir de meilleures économies pour avoir des emplois plus durables et avoir plus de croissance soutenable aussi. Et donc, quand on avait vraiment besoin de réagir aux exigences pour plus d'opportunités économiques et plus d'emplois. Et donc, on a mis en place un plan d'urgence et qu'on a commencé à exécuter immédiatement pour créer des milliers de travaux, mais aussi pour délivrer des centaines de milliers d'entrepreneurs avec quelques financements. Et donc, ce sont ce genre de choses qu'on doit faire en démocratie. Mais en même temps, on sait que nos leaders, non, c'est le temps qui passe en tant que leader, normalement, c'est 5 ans. Et donc, le temps qu'ils ont pour exécuter cela et pour le peuple de voir que vous êtes en fait en train de travailler et que vous avez le long terme en esprit. Et donc, exécuter de manière exécuter cela vite, je dirais que ne donne pas voie à la transparence. Donc, on doit devoir bouger de l'état de sous-développement au état d'économie émergente jusqu'à avoir, disons, une gouvernance non démocratique. Pour nous, ce n'est pas du tout bien. On est une nation qui a ces valeurs démocratiques à long terme, la culture de transparence et les droits de l'homme, du peuple, le droit de la presse. Et on a vu au Sénégal pour les derniers 50 ans, depuis son indépendance, en fait, on a alterné un peu les gouvernements, mais notre économie continue à accroître durant les dernières 6 ans et on croit vraiment que nos valeurs démocratiques fortes et nos développements peuvent parfaitement travailler ensemble et on doit vraiment ne pas répondre à la bureaucratie. On doit être plus agile, plus courageux en ce qui concerne la réforme, mais il faut expliquer ces réformes. C'est vraiment pas question de venir et imposer ces réformes aux gens, mais il faut rassembler tout le monde et garder à l'esprit que vous avez 5 ans seulement pour faire ces changements. Donc, on pousse toujours nos partenaires aussi de mettre le point sur ce qu'on fait. Et le deuxième impact, bien sûr, c'était ce que MCC a fait de manière très vite comparé à la première fois. Ça veut dire que la MCC devient plus agile aussi, plus dynamique et travaille
avec les pays pour qu'on puisse déterminer ensemble ces réformes, ces projets qui vont avoir un impact sur notre économie à long terme. Et voilà ce qu'on est en train de faire avec ce deuxième programme. L'interprète a perdu le son. D'accord, je pense qu'on a un problème de connexion au Sénégal, mais au moins on a entendu pas mal d'informations de la part du Premier ministre. Je crois qu'il a fait un très bon travail pour le propos de ce panel sur comment la démocratie et le développement travaillent l'un avec l'autre, aussi l'urgence de répondre vite avec les plans à long terme au fond. Et c'est clair que le Sénégal a une histoire assez longue en ce qui concerne les transitions du fonds démocratique. Et on a parlé aussi des jeunes. Je suis très contente qu'il a ressorti ce thème parce que un des groupes qui pousse pour la démocratie dans des pays où on voit malheureusement le manque de fonctionnement de la démocratie ont à voir avec les jeunes. Et donc, grâce à eux, on peut répondre à ce besoin. Monsieur le ministre, je crois que vous êtes de retour. Oui, merci beaucoup, Elix. C'était vraiment les points saillants que je voulais présenter aujourd'hui. Très important d'aller vite, avoir un impact, mais rester très démocratique pour que le peuple ne veuille pas utiliser d'autres modèles. Il faut absolument qu'on reste démocratique, mais en même temps, garder l'esprit que le temps passe vite et on doit faire vite et on doit livrer et délivrer, spécialement pour les jeunes et les femmes. C'est urgent et c'est pour ça qu'on apprécie tout l'appui de la part de MCC, le gouvernement des États-Unis, USAID, USTDA et bien sûr DFC et puis aussi l'initiative de BW qui est arrivée à un bon moment pour nous parce qu'on était en train de présenter les plans de secours, mais aussi investir dans l'infrastructure en gardant l'esprit qu'on doit investir dans les domaines de logiciels, mais aussi d'autres aspects. On a besoin de routes, on a besoin de beaucoup de choses. On ne peut pas avoir une économie agile. On ne peut pas avoir des concurrents si on ne produit pas, si on n'exporte pas. Et donc, toutes ces économies, ces opportunités économiques seraient bien pour les jeunes et les femmes. Merci beaucoup pour ces déclarations passionnées, Monsieur le ministre. Je me rappelle, si je suis au Sénégal, je me rappelle que j'étais avec vous au Sénégal et avec son Excellence quand on a décidé de lancer l'impact MCC et le sens d'urgence qu'on avait dû à notre travail ensemble pour avoir une énergie plus juste et à un bon coût pour tous les citoyens. Je me rappelle très bien. Oui, tout à fait. Et depuis ce moment, nous avons senti la pression de la part du président dans mon bureau et j'imagine que c'est la même chose avec le bureau MCC. Tout le monde travaille de manière acharnée parce que le temps va continuer à passer. En effet, nous devons courir le marathon tout en changeant de maillot, comme vous l'avez dit au départ. Effectivement. Donc, plusieurs intervenants ont mentionné l'importance de la société civile lors de la défense de la démocratie, dans le cadre de retour d'expérience en ce qui concerne l'élaboration des politiques. Alors, chez le MCC, nous avons pris contact avec certains des participants à cette réunion et certains des participants représentent la société civile, y compris dans vos propres pays. Alors maintenant, je vais, dans un esprit d'inclusion, je vais faire entendre la voix de certains de nos participants. Nous avons donc des questions à vous poser de la part des participants. Si je peux commencer par le Premier ministre Oumoudou du Niger, j'ai une question à vous poser. Et c'est une question de Banya Djibo, qui est le président de la plateforme paysanne de Niger.
Alors, il vient tout juste du champ et il note que la récolte est d'environ 25% plus faible par rapport à la récolte de l'année passée. Et il sent que la population rurale a du mal à subvenir aux besoins les plus basiques de leur famille. Et donc, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Djibo vous demande, s'il vous plaît, de détailler le plan stratégique de l'État nigérian pour soutenir immédiatement cette population rurale, et de manière plus générale, votre vision à long terme pour le développement du Niger rural. Alors, c'est une question d'un représentant de la société civile au Niger. À vous, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Alexia. D'abord, avant que M. Bagna ne sache qu'il y a un déficit de 25%, nous avons engagé des missions ministérielles pour faire le tour du pays et pour évaluer la campagne agricole. Je peux vous dire que le déficit qui a été rapporté est encore beaucoup plus important que les 25% dont il a parlé. Il atteint au moins 35%. Donc, à l'issue de cette évaluation de la campagne agricole, nous avons fait le point avec l'ensemble des ministres qui ont fait le tour du pays et nous avons identifié toutes les zones qui sont considérées comme étant des zones déficitaires. Et les populations qui sont de ces zones sont évaluées à plus de 9 millions d'habitants que nous avons repartis en deux groupes. Celles qui sont extrêmement vulnérables, qui sont évaluées à 2,5 millions, et celles qui sont modérément vulnérables. Donc, sur la base de cette vulnérabilité et de cette évaluation, nous avons élaboré ce que nous avons appelé un plan d'urgence. Ce plan d'urgence couvre la période de novembre 2021 à mars 2022. Parce que, au-delà du plan d'urgence, nous devons élaborer le plan de soutien qui doit couvrir l'interpériode entre les deux saisons, entre la saison de novembre 2021 à la saison de novembre 2022. Ce plan d'urgence qui est évalué à 300 millions de dollars doit nous permettre d'engager des actions de distribution gratuite de vivres pour les populations en insécurité alimentaire sévère, de vente à prix modéré pour les populations en insécurité alimentaire modérée, d'engager des actions de culture de saison sèche sur la base des retenues d'eau et également de l'eau qui peut être captée à partir du sol, d'acheter des aliments de bétail parce qu'au-delà des êtres humains, il y a aussi les animaux qui seront victimes de cette campagne de sécheresse puisqu'il n'y aura pas assez d'aliments pour les bétails. À ce titre, d'ailleurs, on estime le déficit fourrager à au moins 50%. Et donc, également, associé à cela, il faut de l'hydraulique pastorale pour permettre l'alimentation en eau des animaux. Et tout ceci est prévu dans le programme d'urgence. De même, pour ce qui concerne les populations qui ont un déficit de revenus, nous envisageons d'engager des actions à haute intensité de main-d'œuvre. Ces actions à haute intensité de main-d'œuvre doivent nous permettre, d'abord en ce qui concerne le pâturage, de tracer des bandes par feu pour éviter que les incendies ne brûlent le reste du pâturage qui est là, mais aussi en ce qui concerne les terres dégradées, de pouvoir profiter de cette occasion pour réhabiliter un certain nombre de périmètres de terres dégradées et aider à travers la régénération naturelle assistée à ce que ces périmètres-là puissent être réhabilités et plus tard utiles pour l'agriculture ou pour l'élevage. Nous avons donc, au-delà de ce plan, nous avons donc
poussé ce plan à l'approbation du gouvernement, mais aussi nous l'avons soumis à l'ensemble de nos partenaires pour que, s'agissant d'urgence, que des actions d'urgence puissent être entreprises et que le programme que nous avons envisagé dans le cadre de ce plan d'urgence puisse être exécuté. À plus long terme, nous avons évidemment notre politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle que nous appelons l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Parce que nous voulons éviter que les déficits alimentaires se traduisent en famine ou que nous continuons à enregistrer des déficits alimentaires d'année en année. Dans ce cadre, l'initiative 3N vise d'abord à augmenter la productivité agricole, notamment à travers l'utilisation des intrants de haute qualité, que ce soit les semences améliorées, que ce soit les engrais ou que ce soit les pesticides. Ensuite, de transformer, de moderniser notre agriculture en passant progressivement à une agriculture mécanisée. Également, de diversifier l'agriculture pour que cette agriculture puisse nous permettre à la fois d'avoir des cultures alimentaires, mais aussi d'avoir des cultures commerciales. Ensuite, d'améliorer l'accès au marché, que ce soit à travers l'accès physique via les routes, et notamment c'est ce que nous avons fait à travers le MCC, en renforçant les chemins et les routes qui permettent d'alimenter les marchés, et également aussi en créant des infrastructures de marché. Ensuite, nous visons la transformation des produits agricoles de manière locale. Cette transformation permet d'augmenter la valeur, donc d'améliorer la valeur ajoutée des produits agricoles que nous cultivons à travers tout un ensemble que nous appelons des chaînes de valeur agricoles. Voilà un peu ce que nous envisageons à moyen terme et nous sommes convaincus que si nous voulons nous en sortir, il faut que nous passons progressivement d'une agriculture basée sur l'eau de pluie à une agriculture avec la maîtrise de l'eau, que ce soit l'eau des barrages, l'eau des rivières ou l'eau du sous-sol. Voilà pour répondre à la question de M. Bagna, ce que je peux vous dire. Merci, madame. Merci, Monsieur le Premier ministre. Thank you so much for this. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci pour la réponse très directe auprès de l'un de vos citoyens. Monsieur Bagna, je pense que c'est une très bonne réponse et le MCC est ravi de collaborer avec le Niger dans le domaine de l'agriculture. On parle des engrais, comme vous l'avez bien dit, les routes pour fournir un accès au marché et nous avons ce grand privilège de collaborer avec vous dans ce domaine. Alors, si j'ai bien compris, le président du Malawi s'est maintenant connecté à la réunion. Je vais voir si c'est bien le cas ou pas. Monsieur le président Chakwera, est-ce que vous êtes avec nous? Le président va se connecter dans quelques instants. Ah bon, d'accord. Donc, merci beaucoup pour la réponse. Bien sûr, il ne reste que quelques instants dans le cadre de cette table ronde. Il nous reste environ 4 minutes. Alors, j'espère bien que je vais pouvoir passer la parole au Monsieur le Président Chakwera, qui va terminer les échanges. Mais en attendant, en sachant qu'il ne reste que 4 minutes, je tiens à poser une question aux 3 autres panélistes. Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse de 45 secondes à la question suivante? Alors, pour un collègue qui vient d'un autre pays, qui réfléchit et qui a du mal à comprendre comment les objectifs de la démocratie et du développement vont de pair, quel serait votre conseil? Vous avez 45 secondes et je vais commencer par le ministre adjoint des Affaires étrangères de la Mongolie. Merci beaucoup pour la question. C'est une question brillante et en même temps une question épineuse. Parce que tout simplement,
Nous sommes une démocratie très jeune. Nous avons beaucoup de choses à apprendre des autres démocraties plus maturées. Mais ceci étant dit, si je peux me permettre de donner une première réponse, un premier conseil aux autres pays, j'ai envie de dire que c'est un sujet très difficile, mais je vous conseille, dans un premier temps, de vous coller aux principes principaux des droits humains et les principes essentiels de la démocratie et de la transparence et la redevabilité. Il faut vous baser sur des principes essentiels parce que cela va vous orienter tout au long du processus de la prise de décision politique et de nos échanges entre la population et l'État. Est-ce que c'était bien une réponse de 45 secondes? Oui, c'était une très bonne réponse. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer au ministre Hott. Si vous voulez donner un conseil à un collègue dans un autre pays. Alors pour moi, pour les États démocratiques, il faut vraiment s'assurer qu'ils soient efficaces, qu'ils soient agiles, qu'ils soient à l'écoute de leur peuple, qu'ils soient très stratégiques et qu'ils soient très efficaces. Et comme cela, quelles que soient leurs actions, ils vont avoir un fort impact positif sur la vie de la population. Et chaque dollar dépensé aura un impact maximal sur la population de manière la plus rapide possible. Merci beaucoup pour la réponse et je prends des notes. Merci beaucoup, Monsieur Hott. Et maintenant, Monsieur le Premier ministre, vous avez 45 secondes pour répondre à la question. Un conseil pour un collègue dans un autre pays concernant la démocratie et le développement. Merci beaucoup. Pour moi, la première chose en ce qui concerne la démocratie et le développement, c'est d'abord le renforcement des institutions. Il faut absolument que les institutions soient solides, que ce soit l'Assemblée nationale, la justice, et également il faut avoir une société civile solide, capable de rappeler à chaque moment aux gouvernants qu'ils doivent rendre des comptes. Excellent. Thank you so much, Mr. Prime Minister. Merci beaucoup pour la réponse, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, Monsieur le Président du Malawi, vous avez la parole si vous voulez dire un dernier mot. Malheureusement, vous devez répondre très rapidement parce que la séance est presque terminée. Bon, il semble qu'il va falloir revenir au Malawi plus tard lors d'une autre séance, mais le Malawi a été avec nous en esprit. Malheureusement, c'est la fin de la séance. Merci beaucoup à nos intervenants distingués. Vous avez fait passer des messages très clairs. Il faut vous baser sur les principes essentiels de la démocratie, la transparence, l'agilité, la stratégie, les actions au impact. Chaque dollar doit être bien dépensé. Vous devez renforcer les institutions. Vous devez avoir une société civile robuste. Ce sont des messages excellents à retenir. Au nom de l'administration Biden-Harris, au nom du MCC, nous sommes ravis d'être vos partenaires dans la poursuite de la démocratie qui engendre le développement en faveur de la population. Et pour terminer, j'aimerais citer l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, qui dit « L'expérience de la démocratie est comme l'expérience de la vie elle-même. Elle change toujours. Elle contient une variété infinie et des fois turbulente, et elle est encore plus valable puisqu'elle a été mise à l'épreuve dans le contexte de difficulté. Même dans le contexte d'adversité, nous continuons à nous développer et nous encourageons mutuellement parce que chacun d'entre nous, nous connaissons le pouvoir, la puissance de la démocratie et en même temps, nous connaissons la fragilité de la démocratie. Elle nécessite un travail continu et une soutenance continue. Merci encore une fois, chers panélistes, et merci à tous les participants autour du monde qui se sont joints à nous et qui ont posé des questions. Bonne soirée, bonne journée. Merci, Alexia.